Le thé est un voyage. Des régions de thé à celles dépourvues de thé, de l'aspiration au thé à la création de son propre thé. Les hommes poursuivent la tradition et l'espoir. Au bout de la route, c'est le berceau de notre esprit. Des chemins destinés au thé sont tracés entre les régions. Le thé est aussi un vecteur qui relie les différentes ethnies sur le grand territoire chinois. Les feuilles chauffées doivent encore être longuement roulées. Les mains doivent avoir assez de force pour faire sortir l'eau présente dans les feuilles. Ce geste, apparemment simple et monotone, est en fait plein de secrets. La clé du concours réside dans le niveau de fusion entre l'homme et le thé. Seul celui qui peut vraiment comprendre le thé et exprimer cette compréhension peut devenir roi du thé. Les résultats ont été annoncés le soir même. Chedier a fini deuxième parmi 20 candidats. Seul un point le sépare du champion. Ce résultat satisfait Chedier, les villageois de Nanuo. Il espère faire encore mieux lors du prochain concours. Sa fille aura alors 1 an de plus. Le pu'er
est le thé le plus prestigieux du Yunnan. Les thés de base de toute la région sont tous compressés en briques ou galettes avant d'être transportés ailleurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment le côté ancien, historique du pu'er. Autrefois, au cours des longs et pénibles voyages, les feuilles fermentaient en raison des conditions climatiques et généraient des éléments bénéfiques pour la santé. La route du thé et des chevaux, qui part du Hunan et du Sichuan, a de nombreuses branches, dont la plupart mènent au Tibet. De là, elle traverse les vallées de l'Himalaya pour s'étendre jusqu'à l'Inde et le Népal. Sur les routes du Hunan, le thé est tracté par les chevaux, tandis que sur celle du Sichuan, il est transporté à dos d'homme. Depuis l'Antiquité, les thés tibétains qui partent de Yan pour Kangding, en zone tibétaine, sont transportés sur les épaules des hommes. Ils doivent franchir des montagnes où les voitures et les chevaux ont du mal à avancer. On appelle ces travailleurs les porteurs de thé. Les porteurs de thé sont tous pauvres. Ils portent du thé entre les saisons agricoles. Les jeunes peuvent porter au maximum une quinzaine de sacs de 10 kg chaque. Il faut plus de 15 jours pour aller de Yan à Kangding. Marcher au bord de la falaise avec plus de 250 kg de thé sur les épaules, c'est hyper dangereux. Dans les années 1930-1940, chaque jour, plus de 500 porteurs partaient de Yan. Aujourd'hui, avec la disparition de la plupart des porteurs, cette tradition commence à tomber dans l'oubli. Les porteurs, autrefois considérés comme des héros sur la route du thé et des chevaux entre le Sichuan et le Tibet, disparaissent petit à petit dans le silence. Ils ont exploré la route du thé de la façon la plus dure et la plus primitive, leurs épaules chargées d'un lourd fardeau. À l'image du plateau tibétain, le thé était auparavant inconnu dans la steppe mongole.
Les viandes et les produits laitiers procurent aux Mongols assez de calories, mais pas de vitamines. L'importation de thé a amélioré leur structure alimentaire. Les Mongols mélangent le thé et le lait, faisant du thé au lait le symbole de ce peuple pourtant à l'origine dépourvu de thé. Après avoir fini ses études universitaires, Binderer veut retourner à la steppe de Rulumbayır pour devenir berger semi-professionnel. Aujourd'hui, à Rulumbayır, la vie nomade traditionnelle a déjà changé. Beaucoup de jeunes ont quitté la steppe et vivent en ville. Dans la steppe, le lait et la viande fournissent aux bergers les calories et le thé les vitamines. Le thé au lait est ainsi rentré dans leur culture, au même titre que l'équitation et le pâturage. Binderer ne peut pas encore prétendre être un vrai berger. Il n'a pas encore maîtrisé la technique fondamentale des jeunes Mongols, atteler un cheval. Les bergers doivent changer de monture et atteler régulièrement les chevaux afin qu'ils ne deviennent pas complètement sauvages. Une fois sur le dos du cheval, les Mongols doivent se distinguer de la masse. Il faut que Binderer apprenne à atteler le cheval. Il décide de demander de l'aide à son beau-frère. Sa sœur habite tout près. Tous les matins, elle se lève tôt pour préparer une marmite de thé au lait à sa famille. Le thé vient de l'intérieur du pays. Pour faciliter le transport, il est compressé en briques extrêmement dures. Les morceaux tombés sous les coups du marteau sont mis dans un filet pour être cuits dans l'eau bouillante. Quand le liquide devient brun, on y ajoute du lait frais. Ce mélange produit une texture soyeuse et une saveur douce et légère. Sur la table, le fromage et les feuilles de lait sont déjà prêts. Le beau-père de Binderer lui apprend les techniques de l'attelage. Une personne chasse le cheval, une autre attend dans un endroit convenable avec le lasso. Il faut le mettre à la gorge du cheval et le serrer immédiatement avant qu'il ne glisse sur le cou du cheval. C'est un duel de force entre l'homme et le cheval. Une marmite de thé au lait savoureux est la meilleure manière pour sa famille de féliciter Binderer. Aujourd'hui, il est devenu un vrai berger. À plus de 2000 km de là, à Choshue, dans le Guizhou,
Zhang Honglai est à la recherche d'un théier sauvage dans la forêt vierge. 它基本上都长在悬崖峭壁上，长在这个赤水河流域的这个两边的原始森林当中。早上4、5点钟起来，然后上山采1杯2杯茶叶，然后就往回赶，然后回家已经是天黑了。有些时候呢，今天去，明天一早采，然后后天就回来。 闻起来还挺香的，妈妈小时候就在给我喝了。Zhang Yunjia, la fille de Zhang Honglai, âgée de 12 ans, elle est déjà habituée à rester seule à la maison. Le thé que Zhang Yunjia infuse est très rare. Il est issu d'une technique unique inventée par l'ancien peuple de Cheshui. Au cours de la fermentation, les feuilles exhalent un parfum qui attire les insectes. Ceux-ci viennent pondre au-dessus des feuilles. Les larves se nourrissent de ces feuilles. Après avoir été séchées, tamisées et sautées, leurs déjections deviennent une boisson unique, appelée le thé d'insectes. Ces insectes apportent à ce thé beaucoup d'éléments que les feuilles ne contiennent pas à l'origine. Le grand-père de Zhang Yunjia a 82 ans. Il habite toujours dans la forêt au bord du fleuve Cheshui. En fait, le nom officiel de cet arbre est le Lycea coreana, qui n'est pas un théier classique du genre Camellia. L'adoration du peuple Cheshui pour cet arbre est le résultat d'une sélection naturelle de centaines d'années. En raison de la difficulté de la cueillette des feuilles, il rentabilise au maximum la fabrication du thé d'insectes, en utilisant même les branches des arbres qui, une fois cuites, donnent un parfum agréable. Depuis l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui, la cueillette a toujours été un travail dangereux. Comme avant, il faut toujours grimper sur les arbres pour cueillir les matières premières nécessaires au thé d'insectes. Il y a des农民嘛，徒手爬上去，有时候会摔下来。 觉得自己能驾驭的东西，我最好就是自己上去，不让别人去冒这个险。最高的应该有5、60米。从来不担心爸爸，如果掉下来的话，他肯定在半空中就直接飞下来。估计要是到咱们老苦了。我爸爸是一个很厉害的人，
Après infusion, le thé d'insecte, qui sent la terre, donne un liquide rouge foncé ressemblant au thé rouge. Il est le fruit de la collaboration entre l'homme et la nature, la rencontre de la modestie et de la sagesse des ancêtres. Le 25 octobre du calendrier tibétain, les lamas du temple Dandan dans le nord du Tibet participent au rituel de la fête de la lampe. Ils commémorent ainsi Tsongkhapa, le fondateur de l'école des bonnets jaunes au sein du bouddhisme tibétain. Tous les lamas doivent réciter des sutras dans la salle principale pendant toute la matinée. Le thé au beurre peut atténuer la sécheresse de la bouche, chasser la fatigue et rendre l'esprit lucide. Les époques changent. Au Tibet, beaucoup de gens utilisent des machines pour remuer le thé au beurre. Au temple Dandan, une grande machine a été fabriquée dans ce but. Dans la steppe de Changtang, Drolma est en train de réaliser le plus grand rêve de sa vie. Le fils et la nièce de Drolma sont également du voyage. Drolma est parti en décembre, le mois le plus froid de l'année. Voici le geste le plus pieux des pèlerins tibétains. Ils demandent de la force physique et une incroyable volonté. La famille de Drolma habite dans le village de Longren, dans le nord du Tibet. Il leur faut répéter ce geste une centaine de milliers de fois pendant le trajet d'environ 200 km vers Lhasa. Le thé au beurre peut aider à reconstituer les forces et à atténuer la fatigue. À l'extérieur, faute d'outils nécessaires, il mélange directement du beurre et du thé. Les Tibétains sont l'un des peuples qui consomment le plus de thé dans le monde. Le thé au beurre est un élément indispensable de leur vie. En priant tous les quelques pas, elle ne peut avancer que de 7 à 8 km par jour. La tente constitue leur maison provisoire et le service à thé leur bagage indispensable.
Au Tibet, où règne le froid et le manque d'oxygène, le thé au beurre peut non seulement fournir des calories et des éléments nutritifs, mais aussi permettre de mieux digérer la graisse. Pour les Tibétains, c'est la boisson de la vie. Un carton est utilisé comme filtre. Sur la route du pèlerinage, on doit se contenter du peu que l'on a. Une famille, une voiture, une tente, une tasse de thé. Tout ça pour un simple rêve. Au bout d'un long trajet, le lieu sacré, le temple du Johang à Lhasa, est enfin devant Drolma. Les Tibétains considèrent la vie comme un voyage plein de difficultés. Ce n'est qu'en pratiquant le bouddhisme avec sérieux qu'on peut trouver la voie de l'émancipation. Pour les Tibétains, le thé est une consolation de la vie réelle. Il les accompagne dans les vicissitudes, dans la recherche d'un paradis spirituel. Le thé relie les destins des Chinois. Ici cohabitent différentes ethnies, cultures et croyances. La notion de fusion est dans la nature du thé. Il accueille le lait, le beurre, les médicaments ou encore les fleurs. Le thé est la fusion de l'homme et de la nature. Le thé est la fusion des vies sur ce territoire.